Balbec 6. Regardant par la fenêtre, et à ma stupéfaction, je vis passer la cycliste de la petite bande, qui salua Elstir aimablement, lui tendit la main sans s'arrêter. Je lui demandai le nom de la jeune fille. Albertine Simonet. Il me donna aussi les noms de ses amis. J'appris alors que je m'étais trompée sur le milieu social de ces filles. Elles appartenaient toutes au monde des affaires de la petite bourgeoisie fortunée. Elstir me dit que l'une ou l'autre des jeunes filles passait chaque jour devant son atelier, et cette idée me tourmenta. Si j'avais écouté ma grand-mère, j'aurais rencontré Albertine depuis belle lurette. Comme Albertine s'éloignait, je trouvai sans prétexte pour faire un tour de plage à Elstir, espérant retrouver la jeune fille sur la digue. Il accepta, mais seulement après avoir fini ce qu'il était en train de peindre, des fleurs. Je ne l'écoutais plus parler de botanique. Il n'était plus pour moi que le maillon qui me mènerait à la petite bande. Tournant en rond dans l'atelier, je regardais des études dont certaines étaient empilées, retournées. Je tombais ainsi sur une aquarelle de toute évidence ancienne qui m'enchanta. C'était le portrait d'une jeune femme, sans beauté mais curieuse, un genre de garçonne, comme une actrice travestie. Au bas du portrait, on lisait Miss Sacripant, octobre 1872. J'aimais beaucoup ce portrait et voulais le regarder un peu plus longuement quand Elstir, entendant sa femme arriver, le cacha, tout en minimisant son geste, m'assurant que cette femme n'avait rien été pour lui. Je trouvais la femme d'Elstir ennuyeuse et sa beauté sculpturale bien peu séduisante, et c'était surprenant de l'entendre parler d'elle comme ma belle Gabrielle. Plus tard, quand je découvris les peintures de sa période mythologique, je compris ce qu'Elstir avait trouvé de beauté à sa femme, dans des lignes, des arabesques qui revenaient dans son œuvre. Quand je compris cela, je vis en Madame Elstir non pas son corps épaissi, mais l'idée immatérielle d'un portrait d'Elstir. Enfin, il finit ses fleurs. Je les regardais et pensais que, de toute façon, il était trop tard pour retrouver les jeunes filles sur la digue. Une fois sorti, je me rendis compte qu'il était moins tard que je ne l'avais cru et je fis tout pour entraîner Elstir sur les falaises où je pensais que mes chances de rencontrer la petite bande étaient les plus grandes. Je lui demandai de me parler de Carquetuit, oubliant que si le tableau m'avait tant plu, c'était grâce au talent du peintre plus qu'aux qualités de cette plage. Sur le chemin du retour, je vise au bout de l'avenue la petite bande. Sentant qu'il était inévitable que la rencontre entre elle et nous se produisît, et qu'Elstir allait m'appeler, je tournai le dos comme un baigneur qui va recevoir la lame. Je m'arrêtai net et laissant mon illustre compagnon poursuivre son chemin, je restai en arrière, penché, comme si j'étais subitement intéressé par elle, vers la vitrine du marchand d'antiquités devant lesquelles nous passions en ce moment. Je n'étais pas fâché d'avoir l'air de pouvoir penser à autre chose qu'à ces jeunes filles, et je savais déjà obscurément que quand Elstir m'appellerait pour me présenter, j'aurais la sorte de regard interrogateur qui décèle non la surprise mais le désir d'avoir l'air surpris. Tant chacun est un mauvais acteur ou le prochain un bon physiognomiste. Que j'irais même jusqu'à indiquer ma poitrine avec mon doigt pour demander C'est bien moi que vous appelez et, à courir vite, le visage dissimulant froidement l'ennui déjà arraché à la contemplation de vieilles faïences pour être présenté à des personnes que je ne souhaitais pas connaître. Maintenant que je savais que j'allais être présenté, je ressentais de l'indifférence. Cette rencontre n'était pas celle que j'avais imaginée. Je regrettais presque ma sortie avec Elstir. Pourtant, ce désir, comprimé par la certitude de la rencontre, s'étira de nouveau comme un élastique lorsque, au moment où je me retournai, je vis Elstir dire au revoir aux jeunes filles. Le regard de l'une d'elles croisa le mien, plein de promesses et de menaces pour l'avenir. Il se voilà. Mais Elstir quittait le groupe sans m'avoir présenté. Ce soir-là, Albertine m'avait paru différente, et je réalisais que c'était la croyance puis sa perte que j'allais la connaître qui me l'a rendue insignifiante, puis, en quelques secondes, très précieuse. Préfiguration de l'état d'esprit que j'aurais des années plus tard en regard de la certitude qu'elle m'était ou non fidèle. J'avais déjà éprouvé ces deux humeurs, typiques de ma sensibilité, à Combray avec ma mère,
et mon oscillation entre l'une et l'autre, plaisir ou chagrin, je venais de m'en rendre compte, dépendait de croyances qui se déplacent. Par exemple, la mort nous semble indifférente, irréelle quand nous avons le plaisir d'aller à quelques soirées musicales, mais cette croyance du plaisir attendu perdrait de son effet si nous venions d'apprendre que nous allons être guillotinés. Ces croyances qui varient s'ajoutent au néant de l'amour, car l'amour est préexistant à son objet, et s'il se fixe sur une certaine femme, c'est que celle-ci paraît presque inatteignable. Comment faire la connaissance de cette femme se situe alors au cœur de nos pensées, et là réside l'angoisse. Le sentiment d'amour grandit alors sans presque de rapport avec son objet. Depuis que j'avais vu Albertine, je me faisais tout un scénario, un dialogue imaginaire avec elle, où la vraie Albertine n'avait qu'un petit rôle. Je rejoignis Elstir après ses présentations ratées. Il s'excusa de ne m'avoir pas appelé, car les jeunes filles étaient pressées, ce que j'interprétais comme un signe qu'elles n'avaient pas eu envie de me connaître, faute de sympathie pour moi. En revanche, il me promit de m'offrir une étude de carquetuite. Subitement inspiré, je lui demandai si l'esquisse de Miss Sacripan n'était pas honnête avant son mariage avec Son. C'était bien elle avant qu'elle ne se fasse une physionomie ravissante. Ayant découvert le modèle de Miss Sacripan, je fus mis sur le chemin d'une autre surprise. Elstir, peintre de génie, connaissait-il les vers du Rhin? À sa réponse affirmative, je sus que dans sa jeunesse, il avait été le ridicule monsieur Biche. Au lieu de se défendre d'un passé peu reluisant, il me déclara, en maître authentique, que tout homme mûr n'a pas à regretter quelques épisodes gênants de sa jeunesse et que, au contraire, ces accidents sur une route qui conduit à la sagesse étaient indispensables, car ils permettent de découvrir par soi-même cette sagesse. Me retrouvant seul, déçu de ne pas avoir été présenté aux jeunes filles, je vis comme les hasards qui s'étaient produits cet après-midi m'avaient procuré un grand plaisir, que je ne savourais vraiment que quelques heures après qu'il se soit installé en moi, lorsque je pus rentrer en moi-même pour le découvrir. Grâce à ces coïncidences, je sus que je rencontrerais certainement ces jeunes filles sans avoir à les guetter tous les jours, ce qui m'arrangeait et me laissait l'esprit libre de me consacrer au départ proche de Saint-Loup. Ma grand-mère, qui voulait montrer à mon ami sa gratitude d'avoir été si plein d'attention à mon égard, fit venir des lettres de Proudhon, dont je lui avais pas dit que Robert était admirateur, et qu'elle lui offrit. Il en rougit de plaisir et de reconnaissance. À la gare, je promis à Saint-Loup d'aller à Doncières le voir, plusieurs fois par semaine. Bloch était aussi à la gare. Il prit une invitation ironique pour argent comptant, et contrairement à la peur que j'avais que Saint-Loup ne l'ait vexé, il insista, après le départ du train, pour que nous allions à Doncières le plus vite possible, par politesse. Bloch était insupportablement indiscret. Les jours suivants, je reçus plusieurs lettres de Saint-Loup, m'assurant de son amitié. Ces lettres étaient celles que j'avais imaginé qu'il m'enverrait avant de faire sa connaissance. Je restais maintenant volontiers à la table pendant qu'on se desservait. Et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mer que je regardais. Depuis que j'en avais vu dans les aquarelles d'Estir, je cherchais à retrouver dans la réalité, j'aimais comme quelque chose de poétique le geste interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes et au fond de son vitrage translucide, et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre mais scintillant de lumière, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé, la promenade des chaises vieillottes qui, 2 fois par jour, viennent s'installer autour de la nappe, dressées sur la table ainsi que sur un autel, où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle, au fond des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent comme de petits bénitiers de pierre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles,
dans la vie profonde des natures mortes. Je poussai Elstir à organiser une petite fête où je pourrais rencontrer Albertine. Je ne la reconnus pas tout de suite, et aussitôt que je remarquai où elle était assise, je m'absorbais dans une conversation avec un invité tout en mangeant un éclair au café. Lorsqu'Elstir me présenta à mademoiselle Simonet, le plaisir que cette rencontre me procura, j'en jouis pleinement plus tard, lorsque je fus retourné à l'hôtel où seul je redevins moi-même. Il en est des plaisirs comme des photographies. Ce qu'on prend en présence de l'être aimé n'est qu'un cliché négatif. On le développe plus tard, une fois chez soi, quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l'entrée est condamnée tant qu'on voit du monde. Lorsqu'Elstir me présenta, prononça mon nom, le regard que j'espérais rencontrer, découvrir depuis longtemps, ne devint que le miroir de mon image au fond de ses yeux, la forme de cette inconnue ne se précisant que lorsqu'elle dit quelques mots, fermant certaines hypothèses élaborées par mon imagination et mon désir. Je savais déjà le nom d'Albertine, sa parenté avec madame Bontemps, première limite à ce que j'imaginais d'elle. Plus je la connaissais, plus les limites se resserraient. D'abord le grain de beauté sur la joue, puis l'usage qu'elle fit du mot parfaitement au lieu de tout à fait. Ainsi, ce n'est qu'après avoir reconnu non sans tâtonnement les erreurs d'optique du début qu'on pourrait arriver à la connaissance exacte d'un être, si cette connaissance était possible. Mais elle ne l'est pas, car tandis que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-même qui n'est pas un objectif inerte, change pour son compte, nous pensons le rattraper, il se déplace, et croyant le voir enfin plus clairement, ce n'est que les images anciennes que nous avions prises que nous avons réussi à éclaircir, mais qui ne le représentent plus. En rentrant, je pensais à cette matinée, et tous les détails qui la jalonnaient, ne me doutant pas que quelques mois plus tard, Albertine m'avouerait se souvenir de tous mes gestes ce jour-là. L'éclair au café, une rose que j'avais donnée à un vieux monsieur, donnant en quelque sorte une version différente et insoupçonnée de moi de cette présentation. Un peu déçu d'avoir rencontré une Albertine assez commune, je me consolais en pensant que grâce à elle je pourrais rencontrer toute la petite bande. Un matin, par temps frais, je fus abordé par une jeune fille en chapeau, que je ne reconnus pas comme Albertine, qu'après une seconde d'hésitation. Cette fois-ci, les bonnes manières qu'elle avait démontrées chez Elstir furent remplacées par un ton moins fin. Elle parlait de trame, de taco, mots et styles que je n'employais pas et qui me firent craindre de ne pouvoir la suivre dans son registre. Je la trouvais très désirable. Je remarquai aussi, pour ne plus l'oublier, que son grain de beauté dont j'avais le souvenir sur la joue puis sur le menton était au-dessus de la lèvre, sous le nez. La petite bande se profila à l'horizon, mais, décevant mon espoir, Albertine salua ses amis juste de loin. En revanche, elle échangea quelques paroles avec Octave, le jeune homme riche qui se ruinait au baccarat. Il était très smart, excellent danseur, mais n'avait aucune culture. Il alluma un cigare en disant à Albertine: « Vous permettez, comme on demande l'autorisation de terminer tout en causant un travail pressé. » Car il ne pouvait jamais rester sans rien faire, quoiqu'il ne fît d'ailleurs jamais rien, et comme l'inactivité complète finit par avoir les mêmes effets que le travail exagéré, aussi bien dans le domaine moral que dans la vie du corps et des muscles, la constante nullité intellectuelle qui habitait sous le front songeur d'Octave avait fini par lui donner, malgré son air calme, d'inefficaces démangeaisons de pensées qui, la nuit, l'empêchaient de dormir, comme il aurait pu arriver à un métaphysicien surmené.